Alors, je vais commencer par quelque chose de facile. Faire une photographie aujourd'hui de ce qui est l'ICEM Pédagogie Freinée, donc le mouvement, une partie du mouvement Freinet français, puisque si vous n'étiez pas là tout à l'heure, le mouvement Freinet français aujourd'hui c'est au moins 3 groupes principaux. Donc il y a l'ICEM, le nôtre, les militants tous de l'ICEM, les militantes, les amis de Freinet qui tout à l'heure ont fait la première table ronde, et l'Institut Freinet de Vence, qui est regroupé autour de l'école de Vence, à Vence, dans les Alpes-Maritimes, l'école historique du mouvement Freinet. Alors, moi je vais parler de l'ICEM, notre mouvement, notre association. Alors, on est toujours debout, effectivement, sinon on ne serait pas là, enfin même sinon on est assis, hein, on est quand même debout, on est quand même vivant, et juste peut-être quand même un petit retour en arrière, si on est là, c'est effectivement grâce aux intuitions géniales de Célestin, il y a quelques années maintenant, mais c'est aussi au travail qu'ont fourni avec lui et Élise, les pionniers de cette époque-là, et tous les gens qui sont là et qui ont continué le mouvement jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne vais pas citer de nom parce que la liste serait longue, mais en tous les cas, c'est des militants et des militantes qui ont énormément bossé, énormément travaillé, énormément donné de leur vie pour que le mouvement aussi avance, intègre d'autres apports, etc. Alors l'ICEM aujourd'hui, on pourrait dire qu'il se porte plutôt bien. Et ça, c'est une photographie facile. Je veux dire, quand l'ICEM organise un congrès, le congrès est complet. Donc on l'a vécu à Aix-en-Provence, on va certainement le vivre l'été prochain à Grenoble. Quand l'ICEM organise des stages, les stages sont complets. Que ce soit en région ou en département, on refuse même du monde. L'ICEM a son nombre d'adhérents et d'adhérentes, de militants, militantes qui augmente aussi. Donc c'est plutôt pas mal. On est assailli là, depuis quelque temps de demandes, alors de parents, de collègues, alors souvent des collègues qui sont en perdition totale, pas de formation, enfin ce qu'on connaît toutes et toutes là dans nos écoles, de gens qui sont en recherche d'alternatives pédagogiques, donc qui viennent nous voir en nous disant bon, la pédagogie Freinet nous intéresse, on a lu 2-3 trucs, on aimerait bien avancer dans nos pratiques, faire autre chose, ou alors on est tellement à la dérive que vous êtes la dernière bouée de secours, ou alors des choses qui nous arrivent assez nouvellement, là, des groupes de parents, voire de collègues, qui nous interpellent en disant on voudrait se former chez vous, parce que notre projet c'est de créer notre propre école en dehors de l'éducation nationale, pour nos propres enfants, etc. On est aussi assailli là depuis quelque temps par tout ce qui se passe dans les médias, là, où on promeut la pédagogie Montessori, où on promeut d'autres types de pédagogie, en nous oubliant régulièrement. Donc on a, je sais pas, nous, par exemple dans les Alpes-Maritimes, on est régulièrement assailli de demandes en disant mais pourquoi vous ne créez pas votre propre école? Alors c'est assez facile dans les Alpes-Maritimes. Hein. Il n'y a pas très longtemps, on a même reçu des parents qui nous ont dit on est prêt à s'engager pour 9 ans, le temps que tous nos enfants fassent leur scolarité, on vous trouve la villa adaptée, on est prêt à vous payer au même prix que vous étiez payé dans l'éducation nationale. Non, on n'a pas demandé plus. Donc bon, là on a des débats avec ces gens-là, bon, je vais y revenir après. Donc bon, l'ICEM est plutôt pas mal, hein. Il y a une certaine légitimité assise dans le monde de l'éducation. Bon, si c'était que ça, eh ben, ça serait super simple. Sauf que travailler en pédagogie Freinet, aujourd'hui, mais comme ça l'était dans le passé, c'est pas simplement mettre en place une pédagogie, des techniques pédagogiques, une pratique de classe, simplement pour sa pomme, simplement pour aller mieux dans sa classe, simplement pour répondre ponctuellement à des difficultés qu'on a. C'est aussi avancer dans quelque chose de plus collectif. Et une des difficultés qu'on a, qu'on résout assez souvent d'ailleurs, c'est arriver à faire ce passage, cette bascule de je découvre la pédagogie Freinet d'une façon, on va dire, individuelle, voire individualiste, et comment là-dedans, la conscience qu'on a de ce qu'est l'école, de ce qu'est l'école dans le monde du travail, ce qu'est le monde du travail, voire ce qu'est la société aujourd'hui, va évoluer. Parce que le mouvement Freinet, et l'ICEM en particulier, c'est pas simplement, ça n'est toujours pas, ça n'a jamais été d'ailleurs, il suffit de relire ce qu'en avaient dit les camarades les décennies avant, c'est pas simplement faire classe dans sa classe.
c'est faire classe au sein de l'école. Donc nous, on a choisi d'être dans l'éducation nationale. Je vais y revenir dans un petit moment, c'est pas si simple que ça. Et c'est aussi faire classe dans une école qui est un produit de la société. Tout à l'heure, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées là-dessus, auxquelles on n'a pas forcément répondu. Donc nous, notre défi, c'est effectivement, quand les personnes rejoignent le lycée, c'est d'arriver à basculer d'une réponse assez individualiste ou individuelle, de répondre à des questions légitimes qui sont j'ai pas de formation, je suis en galère, je sais plus quoi faire, je ressens très mal ce que je fais, j'en ai marre de mettre en pratique des choses qui ne me conviennent pas, je vois bien que les gamins ne sont pas heureux. C'est dépasser ce stade-là pour basculer aussi vers cette dimension plus collective que porte la pédagogie freinée. C'est inscrit pour les personnes qui sont intéressées dans la charte de l'école moderne, qui est le document qui nous unit là toutes et toutes dans l'ICEM, et qui effectivement rappelle que la pédagogie freinée s'inscrit aussi dans une visée d'émancipation non seulement des enfants, des adultes avec qui ils travaillent, de leurs parents et de la société en général. Donc c'est des choses qu'on essaye de faire passer aujourd'hui. Du coup, ça justifie pleinement le fait qu'une grande partie de l'ICEM aujourd'hui est dans l'éducation nationale, qu'on soit professeur des écoles dans le premier ou dans le second degré. Ça n'exclut pas le fait que, et c'est une des richesses de l'ICEM aujourd'hui, je pense, réellement, c'est qu'on s'est ouvert, on s'est réouvert, ou en tous les cas on essaye d'accueillir des camarades qui viennent d'autres secteurs que l'éducation nationale. C'est pour ça que par exemple, s'est créé il y a quelques années dans l'ICEM un groupe de travail, un groupe de recherche, un groupe d'action qui est le chantier de pédagogie sociale, qui travaille en dehors de l'école, dans la rue, etc. C'est pour ça que dans certains groupes départementaux, on répond favorablement aux collègues des écoles d'éducateurs, d'éducatrices qui nous demandent d'intervenir pour présenter la pédagogie freinée. Nous, dans le 06, dans un des groupes du 06, puisque je viens du 06, je peux en parler, on accueille des éducatrices jeunes enfants. On a même suivi pendant plusieurs années une crèche en pédagogie freinée. Donc on est aussi ouvert à un monde qui est celui hors école. On a aussi des collègues, et je le dis parce que tout à l'heure j'ai rediscuté avec une des animatrices de ce groupe-là, des groupes qui travaillent aussi avec en formation d'adultes. On a des collègues du second degré, donc on n'est pas simplement centré, comme souvent on le croit, sur l'école élémentaire ou l'école primaire. Donc on est là-dedans. On est là-dedans. Alors, on est là-dedans, c'est vraiment un choix historique, et ce choix c'est aussi un choix de lutte et de combat, parce qu'il ne faut pas oublier, je pense, que faire de la pédagogie freinée aujourd'hui, quel que soit le niveau où on en est dans sa pratique, quand on démarre à peine dans sa classe, ou quand on a 10, 15 ans, 20 ans de pratique, ou même quand on est retraité, c'est vraiment un boulot difficile. On ne fait pas de la pédagogie freinée facilement, c'est pas comme ça, on n'a pas mis de livre et ça va se faire. C'est un boulot qui est difficile, qui apporte énormément de satisfaction, mais qui nous met souvent, très souvent, quand on essaye de faire vraiment vivre sa classe ou le lieu sur lequel on travaille, qui nous met souvent en contradiction avec des collègues, ça c'est assez classique, et assez souvent quand même avec l'institution, et à l'intérieur de l'institution, la hiérarchie de l'éducation nationale. Et ça c'est une réalité, donc il ne faut pas l'oublier. Alors on est dans cette éducation nationale-là, on reçoit des subventions de cette éducation nationale-là, on a des camarades qui travaillent, notamment les camarades du comité d'animation de l'ICEM, à la reconnaissance par l'institution de la pédagogie freinée, à essayer de débloquer, d'ouvrir certaines portes, notamment dans les SP par exemple, où on est toléré dans certains endroits, mieux accueilli dans d'autres, ignoré totalement. Ce travail-là, il est super important, il faut continuer effectivement à le mener, mais la réalité aujourd'hui pour les collègues qui travaillent, c'est qu'effectivement on est en lutte aussi à l'intérieur de l'éducation nationale. On est en lutte depuis des années là, autour, si on prend l'actualité immédiate, des rythmes scolaires. Alors ici, vous avez deux purs produits des rythmes scolaires aux extrêmes. Effectivement, quand il y a eu cette réforme des rythmes scolaires, l'ICEM a trouvé ça intéressant, s'est investi, on a des camarades qui ont passé beaucoup de temps, mais rapidement on s'est aperçu que c'était, vous le savez toutes et toutes, je pense, quand même de la poudre aux yeux, du mirage, mais que ça a aggravé concrètement les conditions de vie de la plupart des collègues et des enfants et des parents qui y vivent. Moi je le dis tranquillement, parce que je viens d'une ville, Montsartou, dans les Alpes-Maritimes, dans un climat bien pourri politique, où on a une ville qui avait 20 ans d'avance. Nous, dans notre école, on est 13 classes, il y a 18 animateurs en permanence du matin au soir
dans l'école. Donc le problème de la sortie à 15h30, d'animation de qualité, etc., ils sont toutes et toutes formés. On a un vrai travail en équipe, et on a à l'inverse, Véronique qui en parlera certainement, Bobigny, où on n'a pas ces conditions-là. On a ceux que Paris n'a pas embauchés. Comme Paris embauche plus cher que Bobigny, donc nous on a des animateurs qui disent aux enfants, c'est qui reveut des frites? Dans le cadre de l'apprentissage de la langue française, puisque les ateliers périscolaires soutiennent les apprentissages des élèves. Enfin, c'était ça qu'on nous avait promis. Donc, lui, il a 18 animateurs, nous, on a 12 classes, on est REP+++. Et les bons jours, quand tout le monde est là, il y en a 8, 9 à midi et 5 le soir. Et en journée, on n'a jamais personne, de la même manière qu'on n'a pas d'ADSEM non plus dans les maternelles. Les enseignants chez nous enseignent dans une immense solitude. Du coup, on comprend bien qu'on a aussi un travail en interne à faire, parce que vivre la pédagogie freinée à Montsartou et la vivre à Bobigny, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je peux quitter mon école à 15h30 en étant assez tranquille. Je sais qu'il va y avoir une équipe d'animation avec laquelle on partage pas mal de principes, de pratiques, qui va accueillir des enfants correctement. Là, j'en dis pas plus parce que... Donc on a un travail aussi à faire là-dedans, entre nous, déjà de s'apercevoir qu'on ne travaille pas forcément dans les mêmes lieux, et l'ICEM, qui est une pédagogie populaire, est-ce que, c'est une des questions qui a posé, un défi qu'on a à se relever peut-être pour les années à venir, est-ce que les enseignants et les enseignantes de l'ICEM continuent à travailler dans des écoles populaires? Pour les Alpes-Maritimes, on a des réponses, hein. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Donc on est effectivement dans cette éducation nationale-là, et on continue à lutter au quotidien. Certains camarades, on a tendance à l'oublier, sont aussi pénalisés, mais lourdement par la hiérarchie, hein, sur leur travail en classe, leur pratique. On a un double langage de la hiérarchie de notre institution. Là, par exemple, on est en train de préparer des stages nationaux. L'an dernier, on a passé pas mal de temps à discuter avec le ministère de l'Éducation nationale et le numéro 2 de l'Éducation nationale, qui nous avait donné des garanties en disant il n'y a pas de souci, on va faire le maximum. Les camarades de l'ICEM vont aller en stage, on reconnaît votre travail, vous êtes bien beau, vous êtes bien gentil. Résultat des courses, aujourd'hui, on est dans ce que Daniel aime bien appeler là, les empêchements à apprendre. Non, nous, on est dans les empêchements à travailler. On est dans les empêchements à travailler réellement. Donc là, on a plusieurs stages du chantier outils l'ICEM, qui est le chantier qui présentait les outils qui étaient tout à l'heure dans les stands, que certains ont déjà achetés, etc. Eh ben, il s'est fait par des gens du mouvement qui travaillent là et qui donnent du temps, sauf que là, on n'a plus d'autorisation pour aller en stage. Donc on est toujours pris par cette contradiction. On est pris par cette contradiction aussi quand on veut travailler à l'esprit. On entend régulièrement dire « oui, il n'y a pas de souci, on va vous accueillir, votre place est là, le mouvement freiné, c'est un mouvement important, tatati tatata ». Eh bien, au quotidien, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Parfois, on cantonne à des strapontins du style bah, vous allez faire des choses autour du périscolaire. Bon, c'est pas qu'on n'a pas envie de faire des choses autour du périscolaire, mais on nous invite jamais à travailler vraiment au cœur du métier et de ce qu'on défend. Donc en fait, on est à la fois reconnu quand c'est intéressant, on est peut-être manipulé pour répondre à la question qui est, mais après, reste le défi qu'on a, nous, à relever, c'est la pédagogie freinée, c'est bien, c'est sympa, c'est révolutionnaire, ça permet peut-être d'avancer vers notre modèle de société, c'est certainement possible, sinon on ne serait pas là, mais il faut effectivement trouver les hommes, les femmes qui vont mettre ça en œuvre. C'est pas facile, c'est un vrai choix militant, c'est pas simplement être pédagogue freiné de 8h à midi, rentrer, battre sa femme un petit peu, puis revenir, redevenir un pédagogue freiné. Non, non, ça prend plus de temps que ça, et ça déborde largement le cadre de l'école. Et l'ICEM aujourd'hui, c'est un peu tout ça, quoi. Moi, je me suis dit qu'après toutes ces conférences, tout le monde allait être saoulé. Et donc, je vais vous proposer de créer une école destinée à faire une dictature. Donc, notre objectif commun, à partir de maintenant, c'est de faire de la France une dictature. Et j'attends vos propositions pour l'école.
C'est très actuel, vous allez voir. Hein, quand vous écoutez les propositions de la droite pour 2017 pour l'école, on va vite arriver là. Donc, il y en a qui se taisent, ils ont raison. La dictature, ça commence comme ça. Il y a quelqu'un sur scène qui raconte un gros truc et les autres, ils disent rien. Oui, je vois une révolutionnaire là. J'allais dire, les élèves n'ont pas le droit de parler. C'est ça. C'est ça. La première chose qu'on va exiger, c'est le silence, l'obéissance, le rang. On va avoir un programme qui va être déterminé par l'État et les enseignants seront des techniciens de ce programme sur lesquels on les surveillera. Et on les surveillera par des gens qui s'appellent des inspecteurs. Non, s'il y en a à qui ça rappelle un truc... hein. Donc, je recommence. Nous sommes dans le projet de faire une dictature, les élèves se taisent, et les enseignants aussi. Il y en a un là, vous, inspecteur, bientôt. Je vous sors des compétences. Hein. Il y a donc un lien entre la manière dont l'enseignant est traité, la manière dont l'élève est traité. Il y a un lien. Et puis il y a un lien avec qu'est-ce qu'on a mis dans le programme. C'est quoi le contenu du programme? Il n'y a rien qui est neutre. Par rapport à la question qui avait été posée à la table ronde précédente, où quelqu'un demandait mais pourquoi alors qu'ils disent que la pédagogie Freinet c'est bien finalement eh bien finalement ils préfèrent de parler de Montessori parce que Montessori il n'y a pas de mouvement, c'est juste une société commerciale. Bien sûr, il suffit d'acheter du Montessori, d'accord, puis tu prends tous les blondinets qui sont autour de toi, tu fais une jolie école Montessori. Ah bah oui, chez nous, c'est que les blonds hein, qui vont à Montessori. Ça, c'est le 93. Hein, les noirs sont dans le public, les blonds sont en Montessori. Hein, c'est 700 balles par mois. Donc, évidemment, toutes les familles ne peuvent pas se permettre. Hein. Donc, pourquoi ils financent Céline Alvarez? C'est quand même la seule des nettes qui a réussi à se faire financer ses AdSense par Total. Nous, on a essayé pendant des années, on n'y avait jamais pensé à demander à FH de nous financer. Non? Vous y avez pensé? Moi, quand j'ai appris ça, j'ai appris qu'elle ne faisait pas les services de cours, et je me suis dit, c'est le début de la dictature, parce que si tu avais une instite normale dans une école normale qui ne fait pas ses services de cours parce qu'elle a une AdSense financée par Total, normalement, l'équipe pédagogique de l'école devrait se syndiquer puis l'égorger. Je reviens à la dictature, il faut que les élèves se taisent, il faut que les enseignants se taisent. Mais du coup, si on réfléchit à une école qui voudrait, à l'inverse, préparer un monde meilleur, plus juste, plus égalitaire, il faudrait donc que les enfants vivent autre chose dans la classe que le silence, l'obéissance, le rang, l'uniforme. Alors en plus là, on a nous des patrons qui vont nous faire des écoles privées avec uniforme et salut au drapeau en banlieue. On voudrait une école pour un monde meilleur. Et bien de la même manière, la position des élèves doit être réfléchie autrement. La puissance de vie des élèves doit être réfléchie autrement, et la place des enseignants aussi est réfléchie autrement. Du coup, militer dans le mouvement Freinet, être syndiqué, participer du mouvement associatif et politique, comment dire, ça va ensemble. Ça va ensemble parce que enseigner, l'entourloupe, elle est là. L'enseigner, c'est pas un geste technique. C'est pas de savoir si tu vas faire du syllabique ou du global. Enseigner, c'est d'abord un geste politique qui dit de quoi aura besoin la génération qui me suit. Qu'est-ce que je voudrais laisser à ceux qui seront adultes lorsque moi je serai vieux et dépendant? Et si je leur ai bien appris la compétition, au moment où moi je serai plus rentable, ils vont faire soleil vert,
Au nom de l'écologie? En disant, la vieille dirlo qui coûte cher à la caisse de retraite, je la composte, ça refait des protéines. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? C'est la seule question. Parce que si on s'est battu pour avoir des élèves antiracistes, capables de défendre l'égalité homme-femme, capables de s'engager pour leurs idées, parce que c'est pas seulement des techniques, c'est aussi du débat, et c'est aussi une éducation à la démocratie. La pédagogie Freinet, c'est pour ça que la pédagogie Freinet, elle ne peut être que dans le public, parce que c'est une pédagogie émancipatrice. Et l'émancipation, c'est une promesse faite à chaque enfant. C'est-à-dire, en rentrant dans la classe et dans l'école, tu vas pouvoir rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés avec ta famille. Tu vas pouvoir aborder des savoirs que ta famille ne t'aurait pas nécessairement transmis. Et tu vas pouvoir aller visiter des lieux dans lesquels tu n'aurais pas été. C'est ça l'émancipation. Et la promesse de la pédagogie Freinet, c'est l'émancipation. C'est pas la réussite. Il faut sortir de l'idée de l'école, de la réussite et de l'égalité des chances. L'école, c'est pas une chance, c'est un droit. C'est un droit pour chaque enfant. Et c'est pour ça que nous, on travaille dans l'école qui est laïque, gratuite et obligatoire. Et c'est pour ça qu'on est syndiqué, parce que ça va ensemble. Et parce que si on perd le fil de se dire que ce qu'on enseigne à la génération qui nous suit, c'est la manière dont on souhaite qu'ils construisent le monde à venir, on se perd dans d'inénarrables débats techniques. À savoir, est-ce qu'il faudrait des notes ou des compétences? Eh ben, on s'en fout. Voilà, la seule question qui se pose, et elle est très actuelle avec le nouveau livret numérique, statique et accessible aux futurs patrons, c'est quelle est la position du sujet? Le sujet, c'est l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a fait dans le cadre de cette évaluation? Comment il y a réfléchi? Comment il s'est posé la question sur ce qu'il avait appris et tout ça? Comment ça s'est discuté avec son enseignant et avec ses parents? Et comment ça reste dans le cadre de l'intimité de l'enfance? Le nouveau livret scolaire numérique, dont on ne sait pas qui y accédera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est simplement un viol de l'intimité de l'enfance. Et c'est pas parce que c'est des compétences qu'il faut y participer. Moi, je suis pour les compétences, je trouve ça intéressant, permet aux enfants de réfléchir, mais je n'irai jamais inscrire des compétences dans un logiciel que je ne sais pas qui y accédera. Plus tard, je vais écrire quoi? Si le gamin il fout rien dans la classe, je vais écrire il fout rien, au risque que son patron dans 15 ans puisse lire ça. Là pour l'instant je lui écris sur du papier, je le regarde dans les yeux, on lui donne le papier, on en cause avec ses parents. C'est quand même pas la même chose. Donc voilà, l'éducation, l'école, c'est un acte politique. Et c'est ça qui est important à retenir. Et c'est pour ça que le mouvement Freinet n'est pas dans les si bonnes grâces des gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche libérale droite. Parce que former des citoyens réfléchis, coopératifs, bah c'est dangereux, hein. Ça pourrait finir par vous faire des révolutions. J'ai envoyé. Le 19 octobre, je devais intervenir au ministère. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas été invité. Et pourtant, j'avais fait toutes les recherches. Et j'avais fait une trouvaille extraordinaire que j'aurais voulu communiquer à la ministre.
J'ai cherché en Amérique du Sud, dans toutes les langues que j'arrive à peu près à comprendre, et là j'ai trouvé, traduit en espagnol, la refondation. Le même programme qui s'appelle décentralisation. C'est exactement le même programme, mais traduit en espagnol. Donc, même chose, le pluridisciplinaire, la coopération, enfin tout ce que vous avez pu lire, vous pouvez le retrouver en espagnol, en Argentine. Alors il y a quelques aménagements particuliers, mais c'est le même programme. Alors je me suis dit, bon, ça a dû être la langue espagnole, donc je suis allé au Mexique. Ben, figurez-vous qu'il y a le même. Donc, on a un programme qui est signé par notre ministre, et on comprend après pourquoi on trouve des difficultés à le traduire en... Enfin, on a une refondation, pardon, qu'on a du mal à retraduire en programme. Et on va trouver partout des contradictions énormes qu'on ne comprend pas. Et chaque pays va faire le même gymnastique, parce qu'il y a un autre point commun, ça s'appelle PISA. Et PISA, c'est extraordinaire. En 2010, j'avais fait la même enquête, et en 2010, on s'interroge au Mexique, en Argentine, en Bolivie, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est peut-être pas si mal, ça va nous permettre de comprendre un peu notre éducation, mais il y a quand même quelques intellectuels ou quelques enseignants qui se posent la question, mais évaluer, mais ça sert à quoi? Mais on se pose encore des questions. Aujourd'hui, on a des remèdes. On a des remèdes parce que, chose étrange, vous prenez tous les pays, tous baissent. C'est extraordinaire, donc il faut remonter. On ne peut pas laisser son pays comme ça descendre régulièrement. Pourquoi ça baisse? C'est parce que ça monte du côté de la Chine. La Finlande, dont on nous parle encore, mais figurez-vous qu'en 2015, c'était le 17e pays au classement. Le premier, c'est Shanghai. Le second, c'est Séoul. Ensuite, je n'ai plus l'ordre dans la tête, mais peu importe, mais le Japon n'est pas mal placé. Enfin, des pays dans lesquels on a des stratégies d'éducation qui sont quand même assez loin de la pédagogie freinée, même si dans ces pays, il y a des pédagogues freinés, mais les pauvres, ils sont à plaindre. Alors j'ai cherché un petit peu du côté des remèdes. Alors il faut renforcer l'évaluation dans notre pays, forcément, pour pouvoir monter dans l'évaluation PISA internationale, il faut remonter chez nous. Alors on va renforcer les évaluations partout. Et puis il y en a quelques-uns qui se disent, ma foi, il y a forcément des fautifs. Les fautifs, c'est les profs. Donc au Mexique, on évalue les profs. On évalue les profs, on les note, et comme on a recruté les années précédentes en masse, on s'aperçoit qu'il y en a plein qui n'ont pas le niveau. Alors on baisse leur salaire ou on les vire. Ça a donné les massacres, vous avez sans doute vu à la télévision, les massacres à Oaxaca il y a cet été. En Argentine, je reprends deux pays symboliques, mais on peut généraliser. En Argentine, alors là, on est en train d'essayer une décentralisation, recentralisation. On va décentraliser parce qu'il faut faire des économies. Ah, oui, il faut monter sur l'échelle des PISA, mais il faut faire des économies par ailleurs. Alors pour ça, on va confier ça aux provinces. Oui, mais on ne peut pas confier l'enseignement, les programmes, donc on va recentraliser les programmes. Là, c'est un peu le bazar aussi. La formation des maîtres. Ah bah ça, on n'y avait pas toujours pensé. Oui, il va falloir les former. Ça coûte cher. Alors, on va faire des fausses promesses. C'est-à-dire qu'avec l'argent qu'on va pouvoir gagner par ceux qu'on aura virés, on va pouvoir augmenter un petit peu le nombre des formés. Partout, on va tenter de restructurer, ce sont les termes, restructurer l'enseignement. Donc des grandes réformes. Mais la base étant toujours la même, l'aboutissement, il ne faut rien espérer de bon. Et dans ces grandes réformes, il y en a une qui est très intéressante, qu'on trouve au Cameroun, qu'on trouve pareil dans toute l'Amérique du Sud et qu'on trouve en France, les tablettes.
les tablettes numériques. C'est extraordinaire, les tablettes numériques, parce que on va relancer un petit peu le commerce pour les fabricants, et puis on va individualiser au maximum. L'individualisation, ça permet de faire l'économie des mètres. Ce n'est pas nouveau, on avait déjà vu ça avec la télévision dans le delta du Niger, juste après l'indépendance, au Mali, où on avait installé des télévisions dans 14 écoles. Plus besoin d'instituteurs, il suffisait de quelqu'un qui montre, donc un répétiteur, qui montre avec une baguette ce qui est sur l'écran, et les gamins recopient. Et puis il y a un marché nouveau avec l'informatique. C'est créé il y a 2 ou 3 ans, je crois, à Dakar, Africatel ABS. C'est un petit peu quelque chose qui pourrait ressembler à Orange, c'est-à-dire qui s'installe et qui essaie de s'installer sur l'ensemble de l'Afrique. Donc ils vont avoir le monopole d'Internet. Ils ont déjà le monopole pour les visas, ça se permet, et l'ambassade de France est complice, parce que pour demander un visa à l'ambassade de France, il faut passer par une téléphonie spéciale qui est surtaxée. Et ça marche déjà au Togo, ça marche au Sénégal, je crois que c'est déjà en place au Cameroun et ça devrait se généraliser rapidement. Alors derrière tout ça, bien sûr, l'éducation, l'enseignement, c'est très secondaire. Véronique a parlé de Total tout à l'heure. Au Brésil, ce n'est pas Total, c'est Windows, enfin toutes les grandes sociétés d'informatique, les banques. Au Brésil, c'est extraordinaire, vous pouvez avoir un diplôme d'enseignement livré par une banque. Vous pouvez avoir un diplôme universitaire délivré par une banque qui va vous donner l'autorisation d'enseigner dans l'enseignement public. Alors, bien sûr, si je parle de tout ça, c'est parce que ce sont aussi les combats des mouvements freinés de ces pays-là. J'ai choisi les pays dans lesquels il y avait un mouvement freiné. Alors, la sponsorisation, c'est ça le plus insidieux. Aucun pays de la Fédération internationale n'osera dire qu'il va privatiser l'enseignement. On ne peut pas dire ça parce qu'on risque d'avoir les syndicats, on risque d'avoir les parents. On ne peut pas privatiser. On laisse sponsoriser. Vous arrivez dans un village au nord de Varsovie qui est assez démuni. Les enseignants n'ont pas grand-chose pour enseigner et vous avez un parent d'élève qui propose d'installer à des prix très modiques des tablettes et des tableaux des TBI. Quel institut va refuser? On accepte, parce que ça permet d'avoir un peu plus de moyens. Oui, mais à partir de là, on va pouvoir faire pression et augmenter le niveau des élèves, c'est-à-dire éliminer ceux qui ne suivent pas. En Russie, on est allé plus loin. Par la loi de 2013, on n'a pas détruit la carte scolaire, mais on a installé quelque chose qui vient de très loin, qui vient de Nadezhda Krupskaya, déjà, c'était les projets, et qui fonctionnait avec les pionniers. J'y reviendrai peut-être parce que c'était un système qui a beaucoup inspiré Freinet, qui était intéressant en soi. Mais la forme que ça prend aujourd'hui est tout à fait différente et très commerciale, très économique. Vous avez une école, un lycée. Alors quand on parle de l'école et lycée, c'est-à-dire que l'enseignement, l'établissement est un ensemble qui va de 7 ans au bac. Dans le même établissement sont regroupés donc des enfants de 7 ans aux 17, 18, 19 ans selon les redoublements, mais je crois que maintenant ils sont plus possibles. Ce lycée est à côté de l'hôpital. Alors, ça serait bien quand même que, quel que soit le quartier, on puisse y mettre ses enfants. On ne peut pas avoir de pression sur les enseignants, bien qu'ils soient recrutés par le chef d'établissement ou qui au moins contrôlent le recrutement. Mais il y a une solution très simple, on va augmenter les projets. Les projets seront dirigés par des médecins. Donc tous les projets seront à caractère médical. Donc tous les enfants qui n'en ont rien à faire de la médecine
vont quitter l'établissement. Il ne sera pas privatisé, mais il n'y aura plus de carte scolaire parce qu'on va éliminer ceux qui ne sont pas futurs médecins. Un peu plus loin, vous avez le lycée informatique. Un peu plus loin, vous avez le lycée mathématique. Vous avez le lycée langue anglaise. Là, on ne va pas en Angleterre, on va en Inde. Pensez bien que les parents ne peuvent pas payer le voyage en Inde. Donc comme ça, on va éliminer. Et puis vous allez voir, vers la banlieue, dégager toutes les chômeurs, toutes les gens en difficulté sociale. Ce n'est pas, je prends cet exemple de la Russie parce qu'on est arrivé à un point extrême, pas précisément, c'est sponsorisation. Mais l'Amérique du Sud, dans sa totalité, est en train de prendre ce chemin. En Allemagne, ils sont moins exigeants que nous, et vous avez déjà des établissements sous influence. Et un point sur lequel j'aurais voulu insister tout de même, c'est... Là, je donne un regard de Français sur l'étranger. Mais ce qui m'intéresse également, c'est le regard des étrangers sur la France. Et il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas comprises. Le mot laïcité, par exemple, est très mal compris. Mais ça va plus loin que ça. On est souvent, dans la vie même, traité d'impérialiste pour le regard que l'on porte sur les autres. Un regard un peu conquérant, qui n'évolue pas beaucoup. Je ne parle pas de l'économie, ça nous échappe. Mais lorsque nous arrivons dans un pays d'Afrique, lorsque nous parlons d'endémisme par exemple, là nous retournons dans les années 50. Donc je pense qu'il y a peut-être là aussi, si on veut travailler avec les étrangers, voir un petit peu quel comportement nous avons vis-à-vis d'eux. Et pour terminer, je voudrais quand même rappeler à ceux qui ont pu l'entendre lors d'une RIDEF, lors des 2 dernières RIDEF à laquelle il a assisté, Murata, dont le nom a été évoqué tout à l'heure dans la première table ronde, au Japon, donc dans un des pays dans lesquels la pédagogie Freinet est la plus difficile à observer, a fait un appel au secours déjà en 2008 puis renouvelé en 2010. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tous les pays dans lesquels se pratique la pédagogie Freinet, non pas individuellement chacun dans son pays, mais ensemble, contre ce mouvement général qui est en train de se diffuser dans l'école, et cette école qui s'uniformise dans tous les pays du monde, comme j'ai essayé de le présenter tout de suite. Oui, désolé, il reste une 4e personne. Bon, c'est pas grave, c'est le second degré, on a l'habitude. Alors déjà, Non, je suis du second degré de lycée. Pas pour moi. Juste une petite question, du coup je vais faire très court. Qui est justement au collège ou au lycée pro? Sans faire de distinction. Ouais. Donc, alors je suis au collège, professeur d'histoire-géographie, d'éducation morale et civique, etc. J'avais en tête de vous présenter rapidement les problématiques auxquelles qu'on évoque régulièrement pour dire à quel point essayer de trouver une adaptation, utilisation, modernisation, peu importe, en tout cas de trouver des moyens de mettre en place les techniques freinées au secondaire. On parle souvent du cloisonnement, le fait qu'on a des cours Fort Boyard avec 55 minutes, dépêche-toi, sors, dépêche-toi. Et le fait qu'on a le poids de la discipline par nos formations, etc. Si on parlait du fait qu'on a nos élèves, enfin des classes en tout cas, je ne parle même pas en art plastique, musique et autres, où là on les a qu'une heure. Moi je les ai entre 3 et 3h30, mais bon ça reste quand même peu sur une semaine, peut-être que pour eux ça fait beaucoup. Mais toujours est-il que voilà, il y a toutes ces problématiques-là, et en fait c'est pour moi souvent un prétexte aussi. Je suis assez dur là-dessus, parce que moi je me suis appliqué, on en parlait tout avec mes collègues, un peu comme un acte manqué. On a toujours une bonne raison de ne pas vouloir commencer à changer, mettre en place des outils, des moyens, des rituels, des moments qui nous permettent de commencer véritablement à rentrer dans cette incroyable aventure qui est la pédagogie freinée. Et donc moi ça a été un tâton, comme l'expression consacrée, progressivement, et là cette année j'ai tâché justement de me lancer véritablement dans toutes mes classes en faisant abstraction
pas abstraction en tout cas, au moins d'une programmation, de la sacro-sainte chronologie, d'une préparation de cours avec la meilleure didactique du monde, sur laquelle j'aurais passé des heures en me disant mais ça va cartonner, là ils vont adorer, c'est génial, j'ai pensé à la différenciation, j'ai pensé à m'adapter, etc. Puis en fait au final, ils sont sympas quoi. Parce qu'ils sentent bien que vous allez bosser comme un dingue, des heures et des heures. Alors, il y a une bonne relation, un bon feeling, ils s'adaptent, ils font le job, voilà, ils font plaisir quoi. En fait, cette situation didactique, en fait, elle ne me convenait plus parce que je voyais bien que voilà, je passais à côté de plein de choses. Et en fait, je suis allé en deux temps. Alors, à travers ces deux expériences, j'essaie de faire très vite, c'était pour montrer qu'on pouvait faire des choses d'un côté de manière totalement isolée, en tout cas totalement isolée, en tout cas seul, sans vouloir mettre en place un collectif, et d'un autre côté de manière plus collective. J'ai commencé par le collectif, donc, et pour montrer aussi que ceux qui me connaissent savent que je ne pose pas, si là je simplifie le propos, la question de la hiérarchie, la question des collègues. Je suis très, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas le grand défenseur de la grande communauté enseignante qui veut le meilleur pour ses élèves. Moi, j'y crois pas. J'ai eu, en ma courte période de 9 ans seulement, affaire à tellement de situations dans lesquelles j'ai des collègues qui ne veulent absolument pas changer. Et un bouquin qui sort en 2014 dont l'auteur me dépasse, qui s'appelait justement La pédagogie traditionnelle, indiquait bien justement tous les fondements philosophiques qui ne sont pas uniquement politiques, qui fait que beaucoup d'enseignants ne veulent pas changer. Et dans le secondaire, c'est une inertie qui est terrible, qui peut relever de plein de dynamiques. Et la formation, bien évidemment, je suis le premier à vouloir que ça change. Il y a aussi une volonté clairement de ne pas rentrer aussi dans ces pédagogies émancipatrices. Il n'y a pas qu'au niveau politique, au niveau de la hiérarchie. Moi, j'ai eu affaire parfois même à des hyper qui n'y connaissaient pas grand-chose, voire rien du tout à ce qu'ils voyaient, mais qui disaient « vous faites du super boulot ». C'est pas ce que je vois d'habitude, hein, mais je reconnais que ça marche. Et à l'inverse, des collègues qui disent « ah non, c'est hors de question qu'ils fassent… qu'ils aient la moindre velléité d'exigence de vouloir parler d'un sujet qui les intéresse, etc. » Non, c'est moi le patron. Voilà, première chose. Donc du coup, pourquoi je parle ça parce que quand j'ai mis en place un projet de classe coopérative, donc en m'inspirant en bonne partie, mais je l'affichais pas comme ça pour pas faire peur, des techniques freinées, j'ai eu justement l'appui du rectorat qui était d'accord, etc. J'ai eu des gens de très bonne volonté, même d'inspecteurs, même une inspectrice de lettres qui m'avait dit, moi ce que je comprends toujours pas, c'est qu'on demande aux élèves de se poser des questions qui ne se posent pas. Une inspectrice de lettres, je veux dire, bon voilà, ça fait plaisir quand vous avez des collègues qui vous diront, bah, moi je veux qu'ils fassent la question que je pose. Deuxième chose, et du coup, voilà, première chose, donc déjà il est possible de faire de mettre en place des moyens de manière, je dirais, claire, transparente. Moi je voulais faire les choses pour aussi montrer que bah, voilà, les choses se faisaient. Certains étaient contents de se faire mousser au passage, on va pas se mentir, mais aussi c'était l'occasion de rencontrer des personnes, le côté vraiment humain, relationnel, les rencontres que ça permettait. Et puis parce qu'au final, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas, bien évidemment, le seul à essayer de faire changer les choses. Ça fait très longtemps que beaucoup veulent faire changer les choses au secondaire, on n'a pas attendu 2016. Et la deuxième chose, c'était du côté beaucoup plus isolé. Donc cette année, j'ai voulu mettre en place véritablement la recherche libre comme centrale dans mes cours. C'est-à-dire que vraiment, c'est les élèves qui apportent les sujets de réflexion qui sont présentés, débattus ou en collectif ou en individuel, en face à face avec moi selon leurs envies. Et à partir de là, selon leurs travaux, selon ce qu'ils apportent, on construit le cours, on construit aussi la possibilité de les enrichir, ce qui a été développé tout à l'heure au précédent des échanges qui est dans la salle, mais aussi au secondaire. Moi, dans ma discipline en histoire-géographie, c'est tout à fait possible. Ça demande de se mettre en difficulté, ça demande beaucoup de prise de risque. J'ai eu les 2 premières semaines de cette année, parce que je me suis dit, allez, je le fais avec toutes les classes. Bon, c'était pas du tout prévu, mais je l'ai fait. Et au final, pour semaine 1-2, c'était l'ébullition, c'était génial, les gamins, ça phosphorait, ça sentait vraiment le phosphore dans ma salle. Et au final, les semaines 3-4, j'étais dans la merde. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces travaux, toutes ces idées? J'avais pas anticipé. Je me suis retrouvé dans une situation très compliquée. Heureusement, je suis tombé un bon gros rhume qui m'a cloué au lit, puis là j'ai réfléchi 8 heures d'affilée tout dans mon coin, dire mais voilà. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, il y a des choses très simples. L'idée de reprendre l'idée du fichier, l'idée du travail individuel, du plan de travail très très souple. Parce que aussi, moi j'ai fait des usines à gaz les années précédentes et j'en suis revenu de faire trop de choses en pensant que c'est les meilleurs dispositifs du monde. Et en fait, ça se foire complètement. Et bien là, des choses très simples. Et au final, progressivement, les choses sont mises en place. Et je suis arrivé à là tout ça en me disant, j'ai jamais vu au bout de 6 semaines
des gamins qui étaient toujours au taquet en disant « Monsieur, est-ce que je peux m'occuper de cette question qui a été… » Parce que je m'amuse maintenant à faire. À la fin d'un exposé, il y a plein de questions, et je dis « Bon, écoutez, on va être d'accord, hein. Vos questions sont super intéressantes, je ne pourrais pas y répondre, ça sera trop long. Qui veut s'en occuper ?» En m'inspirant de tout ce qui se fait des gens d'élémentaire en primaire. Et en fait, ça marchait dans ma discipline, ce qui était fou, et ça je le savais, mais je n'étais pas capable de m'en rendre compte par mes yeux. Je donne un exemple très très bête, vraiment soit parce que je l'ai vécu de manière bête. J'avais des élèves qui avaient fait des exposés assez classiques sur les programmes de 3e, parce que bon, forcément l'histoire contemporaine en général les sociétés dessus. Un gamin qui avait fait un exposé sur le camp d'extermination de Treblinka. Donc je ne vais pas du tout. Voilà. Et puis il a parlé de la tuberculose. Et en fait, à la fin de l'exposé, des questions de la classe, ils disent ce qu'ils en pensent, etc. Donc j'ai très peu de choses à dire. La question de l'évaluation, on en parlait. L'évaluation, c'est valoriser au sens étymologique du terme. Ils s'évaluent, ils se valorisent entre eux. J'ai quasiment pas besoin d'intervenir. Et donc là, il y a une élève qui dit « Ah, mais c'est quoi cette histoire de tuberculose, c'est quoi ?» Et moi je dis « C'est bien, sérieusement, il n'y avait pas plus intéressant dans l'exposé. » J'étais fatigué, j'étais en fin de journée et je m'en suis voulu. Je m'en suis vraiment voulu. Je dis « Mais elle n'était pas du tout bon ta question. Mais pas du tout. » Et justement, je vais décrire au tableau. Et donc, il y avait plusieurs questions. Et en fait, donc j'ai dit voilà, qui veut s'intéresser à ce que c'est que la tuberculose et surtout un côté historique et géographique, parce que j'en demande quand même d'avoir des interrogations propres à ma discipline quand même. Et bah, Célia, donc, pour la nommer, décide de saisir de cette question, parce qu'au final, elle veut répondre à sa propre interrogation. Et elle a fait un super boulot en montrant bien évidemment les symptômes, le bacillocoque, et la problématique de la géographie mondiale de la tuberculose, et le fait que la tuberculose, on la retrouve encore en France, à peu près 5000 cas par an, j'ai appris des trucs au passage, et la problématique avec surtout les quartiers à Paris, le Navet, qui faisait le lien avec l'actualité, avec la question des migrants, au sens où il y avait une problématique d'hygiène, forcément au sens de la concentration. Bah, c'était un carton à la classe. Je m'arrête là-dessus. Dans le projet Freinet, vous parlez de travailler ensemble en coopération les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Et il y a d'autres pédagogies qui sont démocratiques, qui réfléchissent, qui veulent que les enfants aient accès à des façons de penser et des façons d'être ensemble différentes. Moi, je travaille dans une école Montessori, on est plusieurs dans la salle, et j'étais un peu choquée parce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que dans les écoles Montessori, on accueille dans toutes les classes des enfants hyperactifs, des enfants psychotiques, des enfants qui ont des grandes difficultés, qui viennent quelquefois avec des aides des AVS. Il y a un accueil multiculturel de tous les continents. On fait une sensibilisation à différentes religions des différents continents. Il y a une certaine ouverture d'esprit et on ne gaspille pas de matériel parce qu'on fait bénéficier des écoles qui n'ont pas d'argent de matériel d'occasion. Et voilà, donc je voulais vous dire qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas payés pendant 2 ans quand ils ouvrent des écoles Montessori, ça existe. Et voilà, que d'accord, il y a des têtes blondes, mais il n'y a pas que des têtes blondes. Voilà, je peux intervenir là-dessus. Je vous réponds parce que dans le 93, par contre, les écoles Montessori sont peut-être un peu différentes des écoles sur Paris. Les 3 que j'ai visitées ne comprenaient aucun élève issu de l'immigration. Pas un Malien, pas un Rome roumain, pas un descendant de Maghrébins. Voilà. Donc moi j'ai regardé ça, dans le 93. Moi, je travaille dans une école où il n'y a pas un élève descendant dont les grands-parents, dont les ancêtres étaient gaulois. Voilà, une école à 12 classes. Donc la ghettoisation, elle existe. Et quelle que soit la bonne volonté des enseignants Montessori, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Maria Montessori. L'erreur qu'elle a commise, c'est que Freinet, lui, il a créé un mouvement avec lequel il a travaillé avec des instituts de la France entière. Maria Montessori, pour des raisons historiques, il y avait la guerre, tout ça, elle est partie en Inde, tout n'est pas de sa faute. Elle n'a pas créé un mouvement, une association qui travaille de manière bénévole et coopérative comme le mouvement Freinet. Le résultat, c'est que les écoles Montessori sont massivement des écoles privées en France, même si elles accueillent effectivement, et c'est vrai, des enfants qui peuvent être des enfants handicapés, qui ont du mal à trouver leur place dans les écoles publiques, et les parents
font le choix de se sacrifier, payer pour que leur gamin aille mieux dans une école Montessori qui est plus petite, qui sait bien faire ça et tout ça, il n'empêche que c'est des écoles de la ségrégation sociale. On le prend même si les gens, ils acceptent de ne pas être payés pendant 2 ans pour monter leur propre école, à la fin, leur propre école, c'est une école privée et qui coûte très cher. Et que les parents payent, et que moi je rembourse sur mes impôts, parce que toutes les maternelles Montessori sont quand même des maternelles où les parents défalquent en termes de frais de garde le prix de la maternelle. Donc il ne faut pas oublier, c'est des écoles qui sont subventionnées par les impôts. Mais si, enfin, les frais de garde de l'enfant de moins de 7 ans, bien sûr qu'ils défalquent les factures, comme si les enfants étaient en halte garderie, bien sûr. Donc, cette réalité, c'est que je pense que si tous les enfants étaient ensemble dans les écoles publiques et si tous les enseignants étaient ensemble dans les écoles publiques, eh ben on pourrait mener des combats ensemble. Moi, je pense que la pédagogie de Montessori est extrêmement intéressante, que le matériel Montessori est extrêmement intéressant, que les résultats de cette pédagogie, en particulier, par exemple, concernant les enfants soldats, ont été salués par l'ONU sur la capacité à faire revenir des enfants gravement traumatisés, mais l'organisation pose un problème social. Et moi, ce que je dis, c'est que on ne peut pas imaginer une société meilleure, une classe meilleure dans l'entre-soi. On est obligé de vivre tous ensemble. On est 6 milliards sur une seule planète. Je confirme une chose au niveau, parce que j'ai interrogé tout à l'heure le collègue qui parlait de Freinet international. Il n'y a pas de Freinet à Madagascar, d'où je viens. Il y en avait, mais c'était il y a très très longtemps. Le problème, je confirme, c'est ce problème de sponsorisation d'écoles, Total, Orange ou autres, avec des tablettes. Et c'est vicieux parce qu'on distribue des tablettes, Orange distribue des tablettes, et c'est Orange qui met les applications dedans. D'accord? Donc déjà, les profs ne sont pas suffisamment armés pour utiliser ces applications, et évidemment, c'est dans les endroits où on peut capter Internet. Et puis, ce n'est pas le cas de tout Madagascar, par exemple. Et puis, les éditeurs locaux, malgaches, n'ont pas droit à mettre leurs applications. Donc vous voyez un peu, c'est vicieux et c'est orienté. Et vous parlez d'impérialisme tout à l'heure, c'est déguisé. Autre chose, ça c'est, oui, sponsorisation aussi. À côté d'une exploitation minière de Total ou d'Areva, de marbre, là, évidemment, il faut que les paysans puissent aller à l'école, puissent aller travailler dans l'usine ou dans la mine. Et ce n'est pas possible si ces parents-là ne puissent pas garder les enfants. Ben, du coup, on crée une école. Comme ça, les femmes ou les hommes puissent aller travailler dans la mine. Donc, c'est une école pas sponsorisée pour que la mine puisse fonctionner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous comprenez ce que je dis. Donc, enfin, je cite Total et Areva parce que je suis en France. Il n'y a pas que Areva, il y a aussi Rio Tinto, il y a aussi QMM, il y a aussi des Coréens, des Chinois et tout. Il n'y a pas que des Français. Donc, on crée des écoles, on crée des hôpitaux, des dispensaires, à côté des exploitations minières, dont les bénéfices importants ne sont pas pour les populations. Donc, ça c'est dernière chose. Madagascar était un pays anciennement colonisé, donc fait partie des pays où on parle français. Donc il y a le mouvement de la francophonie. Donc actuellement, Madagascar reçoit la conférence mondiale de l'OIF
ce mois de novembre. Et beaucoup de mouvements, notamment syndicaux, s'y opposent parce que ça n'apporte rien du tout à Madagascar, pour le peuple, on va dire, qui sont dans les misères et tout. Et on fait une conférence, on fait des autoroutes pour les chefs d'État qui vont venir. Il y a quand même un combat entre la francophonie et l'anglophonie. Et là, il y a un problème quand même, je pense, justifié, parce que l'anglophonie, même en France, vous savez très bien, il y a des masters, des doctorats qui se font tout en anglais, alors qu'on est en France. Ils sont partis, ils ont fait le Brexit, mais ça continue à faire en France des masters en anglais. Donc, c'est pas une interrogation. Que va devenir la francophonie dans ce sens? Deuxième chose, excusez-moi, je parle beaucoup de choses en même temps. À Madagascar, la différence avec l'Afrique, c'est qu'on a une langue vivante. Une langue vivante, je dis, c'est-à-dire écrite, avec grammaire, syntaxe et vocabulaire complet. On peut avoir sa licence et son doctorat à l'INALCO de Paris ou à Madagascar. Donc, la relation entre la langue française et la langue malgache, c'est ça aussi qui entraîne qu'on refuse là-bas, pas tout le monde, on refuse la francophonie. Donc on peut s'opposer à l'anglophonie mondiale, mais particulièrement à Madagascar, on a un problème avec la francophonie. Quelle langue d'enseignement on va utiliser? La langue maternelle ou la langue française? C'est un problème réel pour nous. Donc en maternelle, par exemple, on apprend en français, les programmes sont en français, mais quand les profs, les instituts expliquent, ils expliquent en malgache. On fait l'évaluation en français, on fait avant l'évaluation, les structurations des connaissances en français, on fait l'évaluation en français, le prof il sort de la classe, il ne parle pas français. Vous voyez l'anachronisme. Voilà. Je vais répondre sur 2 points, très très rapidement. Sur la question des sponsorisations et des tablettes et autres, au Brésil, on est arrivé à un point extrême avec l'informatique est mise en place par une banque qui met les logiciels dans les ordinateurs, qui donc maintenant est ONG puisqu'elle pratique l'enseignement et qui peut défalquer ses impôts comme ça. Et en plus, comme les enseignants ne peuvent pas suivre ces programmes informatiques, ils accompagnent les enseignants avec leur propre personnel. Donc dans les classes, vous voyez quelqu'un qui fait l'informatique à la place du prof et qui donc fait cours à la place du prof. Le deuxième point, moi j'ai simplement une réponse très simple. J'ai découvert chez Célestin Monga un Camerounais qui se pose une question toute simple qui correspond aussi à la question que tu poses pour Madagascar et qu'on pose pour toutes nos anciennes colonies françaises. Je suis africain, mais qu'est-ce que ça veut dire puisque j'ai été nourri dans l'université française? Moi j'ai une question qui est très rapide. Je suis professeure en ULIS et je me demandais s'il y avait eu des travaux faits par le mouvement Freinet sur la pédagogie Freinet et le handicap. Parce que je trouve que l'univers des enfants en situation de handicap est un petit peu plus opaque. C'est plus difficile d'avoir accès à qui ils sont et les aider à s'exprimer eux-mêmes. Voilà, donc c'est ma question. Pour répondre au moins en 2 points, je pense qu'une des premières réponses, c'est que les principes et les valeurs de la pédagogie freinée sont assez universels. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la petite enfant jusqu'à l'âge adulte. Et après, à l'intérieur de l'ICEM, quand on rejoint un groupe de travail de l'ICEM, on va se retrouver aidé dans sa pratique quotidienne par les gens du groupe départemental ou régional dans lequel on est, et aussi par des collègues qui ont développé et qui travaillent dans l'éducation spécialisée et qui ont développé des techniques, des pratiques, etc., plus adaptées à certaines problématiques. Donc il y a un travail de réflexion, un travail de recherche dans ce secteur-là, mais ce qui est intéressant dans l'ICEM, c'est qu'à chaque fois qu'on a des groupes de travail qui s'organisent, il y a aussi une transversalité, c'est-à-dire que les collègues du spécialisé ne vont pas travailler tout le temps, en tout cas ils ne devraient pas.
ceux de la maternelle vont pas travailler tout le temps entre eux. L'idée, c'est quand même qu'on a des choses en commun à partager. Oui, je voulais rajouter que beaucoup d'ULIS utilisent du matériel Freinet parce que le plan de travail individuel, quand on a une classe où les enfants peuvent être extrêmement divers comme une ULIS, le plan de travail individuel, c'est quand même un outil qui va s'avérer rapidement indispensable. Et donc c'est ça qui explique que il y a beaucoup d'ULIS qui utilisent du matériel Freinet. Après, ça n'est pas suffisant pour faire de la pédagogie Freinet, hein. Mais c'est en tout cas, les travaux et les réflexions dont on est porteur sont particulièrement adaptés aux classes, à la différenciation qui est nécessaire dans une UPE2A, dans une ULIS. Simplement répondre que sur le site de l'ICEM, il y a des documents sur les handicaps. Simplement répondre, sur le site de l'ICEM, vous avez des documents sur le handicap. J'avais une réflexion en lien avec ce qu'a dit le collègue sur le second degré. Moi, je suis prof en lycée professionnel et je voulais lui demander, est-ce que tu fais partie d'un groupe de réflexion, justement, qui inclut des collègues du premier degré aussi? Moi, je suis dans un groupe départemental où on n'a pas voulu, on n'est pas très nombreux, on n'a pas voulu dissocier les réflexions premier degré, deuxième degré, justement, pas, parce qu'on a toujours le gros défaut en second degré de s'enfermer dans des problématiques de matière et de rester sur des essentiels, justement. Donc, juste à voir comment toi, tu avais fonctionné. Alors, je vais te répondre justement par le fait que nous, on a décidé, avec quelques collègues qui sont présents dans l'assistance, en public, il y a eu des initiatives totalement informelles qui ont été mises en place autour de l'Île-de-France, aussi bien au lycée pro, au collège. Mais par contre, on a ressenti le besoin de se retrouver entre nous. Ça peut paraître paradoxal parce que justement, il faut trouver des ponts et les maintenir, des ponts sur les solidifier, etc. Mais il y a aussi cette idée qu'il y a des moments où il faut se retrouver entre collègues avec des problématiques transdisciplinaires autour de choses très concrètes telles que le conseil, parce que c'est une problématique particulière. Si je veux faire le conseil tout seul dans mon cours d'histoire géo, ou en faire véritablement un projet dans toute une classe et en essayant d'y impliquer des collègues de discipline, c'est pas la même chose. La question du travail libre, qu'il soit l'écrit libre en français, la recherche libre en histoire-géographie, la création mathématique, etc., c'est une même problématique qui n'aura pas les mêmes incidences, les mêmes mises en place, en tout cas en fonction bien sûr de la discipline, mais aussi de la personnalité. Donc pour toutes ces problématiques-là, on a essayé de trouver des moments, notamment au cours de l'année à la Bourse du Travail, à 2 occasions, en février et en juin, et c'était des samedis, de se réunir pour aborder. On va essayer de maintenir cette dynamique, c'est pas toujours facile avec tout ce qu'on a forcément chacun de nos côtés. On essaie d'y impliquer des syndicats, des mouvements pédagogiques dont l'ICEM, certains comme Catherine Chabin avait participé, c'est Catherine Mazuri pour le second degré, et de se retrouver. Et puis même on a fait des choses, on avait même commencé avec des apéros. Des apéros sur la liste second degré, on dit bon, on se connaît pas, mais ça serait bien qu'on ensemble et qu'on discute. C'est parti là d'ailleurs, il y a 2 ans. Et donc voilà, donc si c'est une réponse forcément institutionnelle, nous on aimerait bien appliquer un maximum de gens, mais le problème après c'est que on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on veut, le temps qu'on veut. Ce qu'on a prévu par la suite, c'est de se retrouver notamment avec des collègues de lycée pro, lettres histoire, avec qui on va essayer de bosser. Et par exemple, et je terminerai là-dessus, un truc très concret au sein du rectorat, je vais animer une formation PAF, donc c'est très très officiel, autour des pédagogies coopératives dans lesquelles, dans l'intitulé, des vrais, en toute transparence, pédagogie institutionnelle, pédagogie freinée. Donc ça aussi. Et du coup, il y a des collègues du lycée pro qui sont inscrits à ce moment-là pour essayer. Et ça sera un moment où, voilà, on sera à 20, on va vraiment discuter de toutes ces problématiques-là. Donc je ne réponds pas directement parce qu'en disant que voilà, on essaie d'avoir des moments à nous. On aimerait bien avoir cette transversalité avec le primaire, mais c'est compliqué de faire tout à la fois. En tout cas, moi, je suis dans une dynamique où j'ai besoin de retrouver des collègues parce que on a forcément plein d'idées, mais on se sent tellement seul dans nos classes au secondaire que
Enfin voilà, ça fait du bien. Je voudrais quand même donner un point de vue Complètement opposé. J'ai enseigné 40 ans en lycée technique, dans une cité technique avec donc le LEP à côté, donc lycée et le LP, et j'ai toujours refusé de travailler dans un secteur enfermé second degré. Pourquoi? Tout simplement parce que vous retrouvez des enseignants de français, d'histoire, géo et de maths, et que lorsqu'on vous pose une question pour un atelier automobile, lorsqu'on vous pose une question très spécialisée du technique, vous allez lui répondre ce que je fais en classe de français. Moi, je réponds simplement, allez voir chez les instits comment ils font dans la chose la plus approchée de votre discipline. Et ensuite, vous êtes assez grand pour pouvoir transposer. Moi, j'ai appris la pédagogie Freinet, non pas dans un secteur second degré, mais en visitant des classes du premier degré et en les filmant, puisque mon métier, c'était ça. Je vais juste répondre, c'est pas du tout intéressant. Moi, qu'on soit clair, je suis allé à des stages sous premier degré, je suis allé voir aussi des classes premier degré, il faut le faire, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais pour se retrouver, pour faire l'auto-formation entre nous, c'est des moments hyper importants, et qu'il y ait des collègues de technique, bien évidemment, je veux dire, j'expliquais justement, on a des collègues justement de lycée pro, et on veut battre cette limite-là. Justement, il est indispensable de voir ce qui se fait au primaire, c'est le cœur, mais en tout cas, nous, dans nos pratiques, on a besoin de se retrouver pour le second degré. Voilà. En tout cas, ça ne s'exclut pas du tout. On va s'arrêter là, apparemment il y a encore des choses à résoudre. Donc,